Alors, ceci est un cours sur l'élasticité et les contraintes. Donc, le solide indéformable. Donc, un solide indéformable, c'est un solide sur lequel on va pouvoir effectuer donc des translations et des rotations uniquement. Un solide déformable, ben, on va prendre l'exemple d'une balle en chute libre. Vers la balle, une balle de tennis, vous prenez une balle de ping-pong. Bon, ping-pong c'est assez rigide, mais bon, une balle de tennis, euh, avec des joueurs à l'ATP, hein, des joueurs de tennis d'un certain niveau, lorsqu'ils frappent la balle et qu'elle touche le sol, ben, la balle se comprime. Elle a un vecteur V, bon, au départ, peut-être, bon, ici c'est un vecteur V perpendiculaire au sol, eh bien, elle touche le sol, il y a une compression qui s'effectue et on a un vecteur V'. Donc le rebond plus bas. Effectivement. Bon, déformation de la balle et du sol, mais en fait la déformation de la balle sur le sol, toute l'énergie cinétique qu'il y a dans la balle de tennis qui est donnée par le joueur de tennis, ben, en fait cette énergie cinétique, lorsque la balle va se comprimer, va toucher le sol avant de rebondir, eh ben, il va y avoir ce qu'on appelle une dissipation d'énergie. Donc solide déformable. Donc on peut considérer des objets élancés. Donc par exemple, je prends un objet élastique de longueur grand L et qui a une petite épaisseur D. Bien, cette épaisseur D est très petite devant la longueur grand L et bon, on considère que c'est un objet dit élancé. Il existe des objets plus ou moins souples, ça va dépendre du matériau. Alors si on prend l'exemple de la déformation d'une lame de caoutchouc, eh bien, on va avoir une augmentation des longueurs dans le sens de l'étirement, on va avoir une diminution des longueurs perpendiculairement à l'étirement, et on va avoir conservation des angles au centre, mais pas sur les bords. On parlera d'une déformation locale. Lorsqu'on arrête l'étirement, le système revient à sa position initiale. On parle donc de matériaux élastiques, par opposition aux matériaux plastiques qui conservent, eux, la déformation. Alors attention, la description de la déformation dépend de l'orientation spatiale. C'est pourquoi on va utiliser donc un outil mathématique qui est le tenseur. Donc, on va considérer des forces internes que l'on appellera des contraintes. Effectivement, si j'exerce une force F sur la surface extérieure donc de mon solide, eh bien, on va avoir moins F si notre solide est à l'équilibre, donc de sens opposé, hein, si le solide n'est pas soumis à une vitesse, d'accord. Donc, et on va avoir donc une force interne totale si on considère le sous-système que j'ai ainsi représenté en pointillé, qui va être la somme vectorielle de toutes les forces élémentaires sur tous les éléments de surface intérieure à notre solide. Donc la contrainte de déformation sont des contraintes locales, la contrainte est minimale autour de l'axe, ok, et la contrainte augmente lorsqu'on se rapproche effectivement des points de fixation. Donc là j'ai pris l'exemple d'une contrainte d'un cylindre sur un plan, où j'ai effectué effectivement les déformations potentielles et les éléments de contrainte, je dirais, d'un point de vue quantitatif, qualitatif. Alors déformation d'un solide, donc introduction, ben, on va se placer dans ce qu'on appelle l'approximation des milieux continus. Donc si cette longueur existe, alors, donc je vous rappelle la longueur grand L qu'on a définie ici hein, pour un objet élancé, hein, d'accord, petit d qui est très inférieur à grand L. Eh bien, si cette longueur existe, donc grand L est très grand devant petit d, alors on utilisera petit l pour définir les grandeurs à l'échelle de petit l. Donc, par exemple, la température, la masse volumique et la vitesse vont pouvoir se noter, donc ça c'est une notation. Donc la température qui va être fonction de R, donc des coordonnées d'espace du point d'observation, et fonction du temps. Autrement dit, en un point M donné de l'espace, la température va varier de cette manière. Enfin, de cette manière, voilà. La notation. De même pour ρ, la masse volumique, ρ va être fonction de R vecteur qui représente les coordonnées dans l'espace du point d'observation où on cherche à évaluer l'évolution de la masse volumique par rapport au temps, d'accord, donc ρ de R et de T, également V de R et de T. Donc ce sont maintenant des grandeurs variant continuellement dans l'espace et lentement dans le temps. Donc la conséquence de ceci, c'est quoi? C'est que toutes les longueurs plus petites que petit l vont être considérées comme nulles. Donc on n'y a pas accès. La particule solide se déplace en bloc, on va donc la décrire comme un point matériel. Alors j'ai représenté effectivement un repère, bon j'ai oublié de noter les systèmes d'axes, on va dire que c'est X, X ici, Y ici et Z en vertical. Je considère un point M de l'espace. Ce point M au départ, dans notre solide avant déformation, ben, il est représenté par le vecteur grand R hein, par rapport à l'origine ici de mon repère dans le solide. Eh bien le solide va se déformer
et le point M va se déformer et va se déplacer dans l'espace par rapport à mon repère fixe et va se déplacer en M' de position petit r. Donc on voit bien ici que petit r est égal à grand R plus un petit u, c'est pas un V, c'est un petit u de R qui représente un déplacement. MM', autrement dit, c'est le déplacement élémentaire dû à la déformation. Alors on va considérer un solide ayant une structure lacunaire. C'est-à-dire que les variables vont varier extrêmement vite dans l'espace et le temps. Donc, ces variables, ça va être la masse volumique, l'énergie cinétique. Donc on va considérer une distance entre deux points du solide de l'ordre de l'angstrom, extrêmement petite, c'est-à-dire 10 puissance moins 10 mètres. Et à ce moment-là, on va devoir faire une description de ces grandeurs, je dirais physiques en termes de Dirac. Cette échelle n'est pas intéressante au niveau macroscopique, on va plutôt étudier les valeurs moyennes. Donc si on appelle grand L, on note grand L à longueur typique microscopique. Donc grand N va être égal à par exemple 10 puissance moins 6, donc du micromètre sur de l'angstrom en volume, donc puissance 3 sur puissance 3, ça va être 10 puissance 12. Donc ça va être beaucoup trop grand. Effectivement, si on considère un cube d'arête de longueur, hauteur, pareil, largeur 1 micromètre, eh bien, dans ce cube, on va avoir 10 puissance 12 particules élémentaires représentées par ces mini-cubes de largeur 1 angstrom, d'accord? Donc, on va définir maintenant la particule solide comme ceci. C'est la matière contenue dans un cube de côté petit l. On y V grand L, L cube. Si petit l est très grand devant D, on parlera de taille microscopique. Si petit l est très inférieur devant grand L, on parlera de taille macroscopique. Donc si cette longueur existe, c'est-à-dire si grand L est très grand devant petit d, alors on utilisera petit l pour définir les grandeurs à l'échelle de petit l. Donc par exemple la température, la masse volumique, la vitesse, donc T de R de T, ρ de R de T, V de R de T. Donc ce sont maintenant des grandeurs variant continuellement dans l'espace et lentement dans le temps. Alors quelle est la conséquence de ceci? C'est que toutes les grandeurs plus petites que L vont être considérées comme nulles, et la particule solide va se déplacer en bloc. On va la décrire comme un point matériel. Alors, pour un point M qui est fixé, donc je vais considérer effectivement le déplacement élémentaire du vecteur Mn. Autrement dit, le point M est fixe dans mon solide. Ben, mon point Mn va se déplacer en N', et ce déplacement élémentaire va être représenté par le vecteur que j'ai écrit ici en rouge fuchsia, en rose fuchsia, en violet, U de n. Autrement dit, le vecteur U de n, c'est nn', c'est mon déplacement élémentaire. Et on peut dire que mn', ça va être une matrice de rotation multipliée par mn. Donc pour les petites rotations, on va utiliser des pseudo-vecteurs, d'accord? Et on pourra donc ainsi écrire que U de n va être égal à un produit vectoriel entre un d alpha, donc il existe un petit d alpha, un petit angle d alpha, vectoriel mn, d'accord? Donc le vecteur rotation est un vecteur qui est perpendiculaire au plan du tableau, au plan de votre ordinateur, de votre PC, de votre tablette, voilà, de votre smartphone, si vous voyez cette vidéo sur un smartphone. Donc, je considère un petit point M. J'ai effectivement représenté ici le vecteur rotation élémentaire d alpha. Ici, donc, il pointe vers nous, hein, d'accord? Et j'ai représenté ici U de n, qui représente le déplacement élémentaire après donc la rotation, la translation de mon point N. Ainsi, on va avoir que la norme de U de n va être égale à la norme de d alpha multipliée par mn. Ok? Donc, j'ai représenté mon point fixe dans l'espace. Ce point M va se non, il est plus fixe à ce moment-là. Là, je considère un point M mobile. M va se déplacer en M', N va se déplacer en N', d'accord? On va avoir U de N qui va être égal à NN', mon déplacement élémentaire. Mais NN', je peux le décomposer en NN secondes plus N secondes N'. Autrement dit, en N de M plus D alpha, le produit vectoriel entre D alpha, notre rotation élémentaire, et M' N secondes. D'accord? Pour une rotation, pour une petite variation élémentaire de rotation très faible. Autrement dit, on a la relation pour un solide, d'accord, avec un repère M mobile solide, U de n, donc c'est-à-dire le déplacement élémentaire
du point N de mon solide va pouvoir se calculer si on connaît effectivement le déplacement élémentaire du point M en un point M de mon solide, plus d alpha vectoriel Mn. D'accord? Donc on suppose qu'on connaît la distance entre les deux points de mon solide. Je connais le déplacement élémentaire de mon premier point. Eh bien, connaissant le vecteur rotation élémentaire de mon solide, je suis en mesure de déterminer le déplacement élémentaire de n'importe quel point de mon solide. Alors, si je considère un déplacement pendant un temps infinitésimal dt de secondes, eh bien, on aura u de n, qui est le déplacement élémentaire du vecteur n, hein, ok, on considère vectoriellement, ça va être v de n dt, u de n, ça va être v de m dt, et d alpha va être égal à oméga dt, ok. Donc, et dans la limite où on a mon dt, en fait, ma variation de temps infinitésimale va tendre vers 0, on va avoir la relation entre deux points du solide, eh bien la vitesse en n va être égale à la vitesse en m plus le produit vectoriel entre le vecteur rotation instantanée de mon solide, c'est une rotation instantanée, vectoriel mn. Donc la distance entre les deux points du solide, on la connaît. On suppose qu'on connaît le vecteur rotation instantanée du solide. Connaissant la vitesse en un point m du solide, on est à même de déterminer l'orientation donc vectorielle de n'importe quel vecteur vitesse de n'importe quel point de mon solide. Il suffit qu'on en connaît un. Donc pour avoir le déplacement de n'importe quel point, il faut le déplacement d'un point. Donc je vous rappelle que le déplacement d'un point dans l'espace en coordonnées cartésiennes, sphériques, enfin n'importe quel type de coordonnées, il vous faut trois scalaires pour pouvoir positionner un point dans l'espace à partir de l'orientation, à partir d'un repère dans l'espace. Et il vous faut effectivement un vecteur de rotation d alpha. D alpha, effectivement, c'est un vecteur de rotation qu'il vous faut trois scalaires, puisqu'il faut connaître la rotation par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Alors 2, le solide déformable. Donc on va considérer effectivement un solide déformable. Je considère un point M de mon solide, qui est par rapport à mon origine à la distance, donc représenté par le vecteur R, d'accord? Eh bien, ce point M va se déplacer en un point M', qui va être le déplacement élémentaire U de R. On va avoir que la nouvelle position de mon vecteur M', R, ça va être grand R en noir plus U de R en violet, d'accord? Mais on considère également un autre point N de mon solide. Ce point N va se déplacer en N', d'accord? Au départ, mon solide avant déformation, la distance, enfin le vecteur Mn est caractérisé par dr avant déformation. Et après déformation, M se déplace de M', N se déplace de N', et on va avoir le vecteur M', N', qui va être caractérisé par l'élément différentiel de déplacement dr, qui tient compte à la fois de la déformation du solide. Ok, autrement dit, on va avoir un déplacement d'un vecteur également en longueur, et pas seulement en orientation. Ok, puisqu'on voit ici que dr est plus grand que d petit r est plus grand que d grand r, d'accord. Et on aura que effectivement, donc n' va être fonction de r plus dr, et on va avoir les relations suivantes. M de r va se transformer en m' de r. Le vecteur mm', c'est le déplacement élémentaire u de r. Petit r, c'est grand R plus u de r. Donc autrement dit, le nouveau point grand M, ou n, donc m, parce que petit r, le nouveau point grand M va être égal donc à grand R, donc son déplacement, son vecteur dans le premier repère d'espace, plus petit r qui correspond au déplacement. Ok? Bien. Par ailleurs, n de grand R plus dr, ok, va se transformer en n' de petit r plus dr. Autrement dit, petit r plus dr vectoriellement va être égal à grand R plus d grand R vectoriellement, plus un déplacement grand U de grand R plus dr vectoriellement. Ok? Autrement dit, on va avoir donc U de grand R plus dr qui va être égal à U de R plus un petit déplacement, le déplacement élémentaire qui caractérise effectivement ma déformation du. Donc, si je prends l'équation, donc j'ai appelé ces équations 1, 2 et 3, si je prends 3, eh bien, que j'injecte 3 dans 2, autrement dit, je remplace U de R plus dr par U de R plus du ici, d'accord?
et que à ce moment-là, on va enlever petit 1, c'est-à-dire R plus DR, d'accord, on enlève petit 1, dr est égal à d grand R plus grand U dr, on va avoir du est égal à 0, si du est égal à 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas de déformation, à ce moment-là, d grand R virtuellement est égal à d petit r, quel que soit d grand R, du égale 0 est équivalent à localement, on a une translation, d petit r est égal à d grand R, ok. Du va mesurer l'écart de la translation, donc si je considère que mon point M dans mon solide est représenté avant déformation par ses coordonnées grand X, grand Y, grand Z, suivant les vecteurs unitaires d'espace EX, Y, EZ, eh bien, on peut aussi écrire que grand R, ça va être XI, EI, autrement dit la somme des XI, EI en conversion d'Einstein, et égale 1 pour grand X, 2 pour grand Y et 3 pour grand Z. Donc, je vous rappelle la convention de sommation d'Einstein, on prend qu'un indice répété dans un produit correspond à une sommation sur toutes les valeurs de l'indice, d'accord? Donc, le vecteur U va être UI, EI, on va avoir U indice X de X, Y, Z. Autrement dit, on pourrait écrire que ce déplacement, le vecteur U, qui va nous permettre de caractériser le déplacement élémentaire de n'importe quel point du solide après déformation, ça va être le vecteur DU. Autrement dit, ça va être la dérivée partielle de U par rapport à X, plus la dérivée partielle de U par rapport à Y, plus la dérivée partielle de U par rapport à Z, dz. Donc j'ai représenté effectivement. En fait, on devrait avoir ici V et W. Hein. J'ai mis UX, UX parce que bon, on a un déplacement. Le déplacement U, DU, c'est suivant X. On va avoir un DV suivant Y. Un champ de déplacement, on va créer en fait un champ de déplacement DW suivant Z. Bon. Je l'ai écrit ici hein, sous forme d'un gradient, de sommation vectorielle. On va obtenir en fait une matrice dx, dy, duz en fonction des déplacements élémentaires dx, dy, dz de mon solide. C'est une matrice 3-3 qui fait intervenir un gradient. Donc c'est un tenseur. Donc pour premier élément de colonne, du sur dx, du sur dy sur le deuxième, et du sur dz sur le troisième. Donc on va définir le tenseur grand G. Donc les deux flèches, les deux barres au-dessus de G signifient que c'est un tenseur. Donc ça va être la matrice des GIJ, en fait, c'est ici un tenseur d'ordre 2, donc une matrice 3-3. Rappelez-le, donc un tenseur d'ordre 2, c'est une matrice 3-3. Qui aura pour coordonnées en cartésienne GIJ qui va être DUI sur DXI. Autrement dit, GIJ, l'élément GIJ va mesurer le déplacement suivant les axes I et J. Si on considère que I c'est X et J c'est Y, en cartésien dans l'espace, on va avoir GXY, ça va être la dérivée partielle de UX, d'accord, du déplacement suivant X, par rapport à la coordonnée d'espace Y. Bon, GIJ est sans dimension. On va avoir donc le déplacement infinitésimal élémentaire du va être égal au produit donc de notre tenseur G par dr. DUI, ça va être GIJ dxi. Et on va avoir le déplacement élémentaire dr qui va être égal à d grand R. Donc c'est le déplacement dr après déformation. Okay, et ça, c'est le déplacement élémentaire d grand R, donc avant déformation, plus notre tenseur de déformation grand G, d grand R. Autrement dit, d petit r va s'écrire sous la forme du tenseur identité, hein, que j'ai noté I avec deux barres, plus le tenseur G qui va être notre tenseur de déformation, le tout appliqué à D grand R qui est le déplacement infinitésimal élémentaire avant déformation. Ok. On va noter en fait taux, parce qu'il est d'usage de le noter hein, dans beaucoup de livres, de cours. Hein, bon, vous noterez ceci dans la littérature en mécanique des milieux continus, et plus spécifiquement en théorie de l'élasticité, d'accord? Avec une barre, c'est le tenseur gradient de déplacement. Donc remarque, U de grand R plus dr, ça va être U de grand R plus mon tenseur de déplacement G, D de grand R. Donc autrement dit, on est capable de caractériser la translation, après déformation en fonction de la translation avant déformation et effectivement l'action de la déformation qui est représentée par l'action de mon tenseur de déformation grand G sur mon déplacement infinitésimal. Voilà. On dit une translation, donc on peut la considérer comme une rotation et une déformation. Donc je vais représenter effectivement sur un schéma ce jeu de déformation. On a dr la déformation, on a dr le déplacement, notre vecteur initial avant déformation. Et bien ce d grand R va devenir un d petit r après déformation, puisqu'en fait les deux points
le point à l'origine de mon vecteur va se déplacer, et le point à l'origine, à l'issue de mon vecteur, donc le point final de mon vecteur se déplace également. Donc on a deux déplacements qui sont pas indépendants, ils sont corrélés bien évidemment en fonction de la déformation que je vais opérer sur mon solide, puisque ce vecteur qui représente en fait deux points du solide, hein, d'accord, qui est même orienté, qui nous permet de savoir comment en fait comment décomposer la déformation élémentaire en translation et rotation. Ok, donc on va avoir U de grand R plus dr qui va être égal à U de grand R plus des petits r. Hein, et on va avoir le déplacement infinitésimal en fait du qui caractérise effectivement ma déformation. Et bien du, ça va être tout simplement le produit de mon tenseur métrique, de mon tenseur de déformation, grand G, ok, multiplié par le petit déplacement dr. Ok. Donc on va rajouter du à dr, ok, pour avoir l'évolution en fait de mon vecteur de base. En fait, en théorie de l'élasticité, théorie des déformation, ce qui nous intéresse, c'est comment se transforme un vecteur. Ok. Donc le déplacement, la déformation infinitésimale du, c'est égal au produit de mon tenseur de déformation G, hein, qui je vous rappelle est une matrice 3,3, c'est un tenseur d'ordre 2, fois le vecteur original dr avant déformation. Autrement dit, d petit r, qui est donc mon vecteur qui est déformé, donc d petit r c'est après déformation, est égal au produit donc du tenseur identité plus le tenseur déformation appliqué à mon élément vectoriel dr initial avant déformation. Okay. Donc si on a effectivement une déformation de type linéaire, donc je l'ai représenté ici sur le schéma, eh bien si dr, si vous doublez le vecteur initial, eh bien la déformation du élémentaire va également doubler. Vous le voyez ici, si dr en violet double, eh bien du double également. Et dr également devient 2dr. L'image d'un segment reste un segment. Donc en représentation, transformation d'un carré de côté 1. Alors effectivement, donc je considère un carré de côté 1 et je m'intéresse effectivement, donc c'est un cube on va dire, je m'intéresse aux déformations. Donc on a EX, EY, bon ici on est dans le plan, on parle d'une déformation dans le plan. Eh bien, on va avoir GXY, EX comme déformation suivant XY, GYY suivant Y, déformation suivant Y. On va voir GXX, EX qui va être la déformation donc suivant X, GXY, EY qui va être déformation constante suivant Y, et notre tenseur de déformation va pouvoir s'écrire sous la forme d'une matrice de 2, GXX, GXY et GYX, GYY. Donc si on considère le vecteur initial avant déformation comme étant le vecteur EX, d'accord, on va dire que D grand R c'est EX, et on s'intéresse à la déformation dans la déformation donc du vecteur unitaire dans la direction des x. Bon, EX donc est représenté par ses coordonnées 0, 1 dans la base YX. En fait, j'aurais dû mettre 1x, mais bon, c'est pas grave. Et bien, EX va se transformer en EX plus mon tenseur de déformation appliqué à EX. D'accord? C'est simple de compréhension. Autrement dit, donc EX va devenir le vecteur EX plus donc le vecteur de transformation appliqué à EX. Donc vous faites le produit matriciel d'une matrice de 2 par mon vecteur EX, donc qui est un vecteur colonne à deux coordonnées d'espace, donc dans la base EX, EY. En fait, ici, il est représenté dans la base EY, EX. Bon, on considère EX comme étant le premier, EY comme premier élément de la base. Et bien, plus GXX, EX, plus GXY, EY. Et bien, ceci, ça va être la première colonne, en fait, GXX, EX plus GY, XY. Et bien, cette première colonne, ça va être la dérivée partielle de mon vecteur déplacement par rapport à X. Maintenant, si je considère en fait dr comme étant le déplacement élémentaire, en fait, je m'intéresse en fait au déplacement élémentaire de mon vecteur de base EY, ben EY va se transformer après déformation en EY plus mon tenseur de déformation caractéristique donc de ma déformation appliqué à EY. Autrement dit, donc vous faites le produit matriciel donc de cette matrice de 2 par le vecteur EY qui va être pour coordonnées, je ne l'ai pas noté ici, mais ça va être pour coordonnées 1, 0 dans la base EYEX. Ok. Eh bien, donc vous allez obtenir que c'est donc égal à y plus gxy de x plus gyi de y.
Ok. Et de même, bon, si on somme vectoriellement la déformation, puisqu'on est dans, on utilise le caractère linéaire, d'accord, de cette déformation, eh bien, EX plus EY, si je m'intéresse à comment va évoluer, donc, en fait, cette transformation. Donc, si je fais EX plus EY, on va avoir un vecteur ici, hein, d'accord. Eh bien, EX plus EY va se transformer en EX plus EY plus le tenseur de déformation G, caractéristique de ma déformation appliquée au vecteur EX, plus le tenseur de déformation grand G appliqué au vecteur EY. Voilà. Alors, rotation, déformation. Donc, élément de variation de longueur. Donc, je vous ai représenté effectivement sur un schéma mon vecteur initial dr, des grands R en violet, en bleu clair des petits r, donc après ma déformation, et on a effectivement la relation des petits r est égal à des grands R plus ma déformation du infinitésimale qui est égal au produit donc du tenseur de déformation G multiplié par mon dr initial, ok, des grands R. Donc on a dr qui est égal à des grands R plus G, tenseur de déformation appliqué à mon vecteur initial dr qui est égal à l'identité plus G en termes de tenseur appliqué à dr. Donc dl carré c'est dr scalaire dr. Donc dr scalaire dr, bon, on peut dire que c'est un transposé de dr scalaire dr, d'accord, parce que ce sont des vecteurs de 2 dans l'espace. Donc on fait le produit matriciel entre le vecteur ligne transposé dr et le vecteur colonne dr. Donc on a bien un scalaire. dl c'est une longueur dans R. Donc je vous ai détaillé le calcul d'un élément dl' carré, ça va être transposé de dr, ça va être la transposée de d grand R multiplié par transposée de l'identité tenseur métrique identité plus transposée de mon tenseur de déformation multiplié par mon tenseur de déformation identité plus tenseur de déformation d grand R. C'est donc l'égal à la transposée de d grand R, donc facteur donc des 4 tenseurs, tenseur identité, tenseur G, transposé du tenseur G, plus transposé de G bar, de tenseur G bar dr. C'est égal donc en fait vous allez avoir des termes d'ordre 1 et des termes d'ordre 2, hein, transposé de dr, transposé de G bar, c'est un tenseur d'ordre 2. Donc vous allez avoir que dl' carré qui va être égal à dl carré plus transposé de dr, facteur du tenseur de déformation G plus la transposée du tenseur de déformation G appliqué à dr. Donc on prend pour hypothèse que pour les petites déformations GI, est très petit devant 1. Donc les termes d'ordre 2 sont petits devant les termes d'ordre 1. Et ainsi la transposée de G du tenseur G par appliqué à lui-même est négligeable. Alors rotation locale. Donc une rotation locale va être équivalent à dire que quel que soit mon vecteur infinitésimal au départ, donc avant déformation, eh bien on va voir que dl' carré va être égal à dl carré. Il n'y a effectivement pas de déformation. Il y a une variation du sens de mon vecteur, hein, donc l'orientation du vecteur va être différente. Par contre, un segment reste un segment. Okay, donc ceci va être équivalent à dire que mon tenseur G plus la transposée de mon tenseur G va être égal à 0. Autrement dit, quel que soit IJ, on va avoir GIJ est égal à moins GIJI, et on aura un tenseur antisymétrique. Donc, un tenseur antisymétrique G peut être décomposé en fait en deux tenseurs. Donc un tenseur epsilon barbare et un tenseur oméga barbare. Où le tenseur epsilon est symétrique et oméga barbare est un tenseur antisymétrique. On aura que epsilon barbare, donc le tenseur epsilon, ce sera en fait le tenseur de déformation. C'est G barbare plus transposé de G barbare sur 2. Et epsilon ij va être égal à GJ plus GJI sur 2. Donc le tenseur de déformation epsilon barbare va être symétrique. Donc ça sera la partie symétrique de ma déformation. Et on aura oméga barbare qui va être égal à G barbare, le tenseur G, moins la transposée du tenseur G sur 2. On notera oméga ij, GIJ moins grand GIJ sur 2. Ce sera le tenseur de rotation locale, oméga i, qui sera antisymétrique. Donc la partie en symétrie de mon tenseur. Donc quelques remarques. Oméga ij c'est un angle, bien évidemment en radian, puisqu'on parle d'une rotation. GIJ est très petit devant 1, qui correspond à la composition entre une rotation et une déformation. Et bien évidemment, les éléments GIJ, epsilon ij et oméga ij dépendent de la base dans laquelle on cherche à représenter ces vecteurs.
Alors, ça va être beaucoup plus clair pour vous à travers le schéma qui vient. Donc, on va introduire le tenseur de rotation en 2D, donc qui va être la matrice 0, oméga, moins oméga 0. Donc, je considère une base unitaire EX, EY, EZ, donc EZ vient vers nous. D'accord. Donc, on va appliquer effectivement une rotation. Donc, on considère que c'est une base qui est attachée à un point M de mon solide. J'effectue une rotation. Donc, mon solide va tourner légèrement d'un angle alpha. Enfin, c'est ce qui va tourner d'un angle alpha si je considère mon triplet EX, EY, EZ attaché à un point M du solide. Eh bien, ce triplet va tourner d'un angle alpha pour devenir. Donc, EX va se déplacer suivant EX plus mon tenseur de rotation oméga. EX. Autrement dit, ça va être EX plus oméga EY, d'accord? On va avoir du EX plus oméga EY, et on obtiendra effectivement donc le déplacement élémentaire de mon vecteur EX qui va devenir ici. Et on aura ici en bleu clair EY moins oméga EX. Autrement dit, EY va se transformer en EY plus mon tenseur de rotation appliqué à ce même EY. J'oublie une petite flèche ici, vous la rajouterez. C'est donc EY moins oméga EX. Donc, pour des petits angles, tangente alpha est sensiblement égale à alpha, donc on va considérer que tangente alpha, ça va être oméga. Ainsi, pour une rotation d'angle alpha autour de EX, eh bien, oméga IJ va pouvoir se calculer, et d'ailleurs c'est comme ça que l'on le calculera par la suite, parce qu'on fera des exercices de mécanique de milieu continu, d'élasticité. Oméga IJ va être égal à 1,5 de la dérivée partielle de UI par rapport à XJ, moins la dérivée partielle de UJ par rapport à XI. Oméga IJ va être donc antisymétrique. Donc il existe un vecteur petit r tel que quel que soit le déplacement, quel que soit mon vecteur dr de base de base, eh bien le produit de mon tenseur de rotation par mon vecteur dr, puisqu'en fait on fait une rotation, il n'y a pas de déformation, mon volume, il y a une rotation, ben, ça va être le produit vectoriel de oméga par dr. Ok. Donc on va voir que oméga va être 1,5, donc le produit vectoriel entre le gradient et u. Oméga sera égal à 1,5 du rotationnel de mon déplacement élémentaire U. Ainsi, je définis mon vecteur de rotation local comme ceci, donc oméga vient vers nous. dr, c'est mon vecteur de base, donc suite à la rotation, dr va évoluer en oméga vectoriel dr, d'accord? Et donc, en fait, mon vecteur unitaire ici va se transformer en un vecteur unitaire ici. D'accord? Il y a conservation du segment, mais il y a rotation de mon vecteur de base. Alors, c'est tenseur de déformation. Donc, on va considérer également les composantes diagonales. Epsilon ij qui va être égal à 1,5 dérivée partielle de ui sur dxj, plus dérivée partielle de uj par rapport à xi, pour i égale à j. Donc, on va avoir une variation relative de longueur d'un élément, donc parallèle à ui. Donc, on va considérer un vecteur de base que je représentais en rouge comme étant en fait un vecteur qui est collinéaire au vecteur EI, hein, c'est DLEI, et je m'intéresse à la déformation donc de ce vecteur, qui n'est pas un vecteur élémentaire, DL. Bien, DL', ça va être égal à la norme de DR, d'accord? Je vais calculer DL' moins DL sur DL, et bien ça va être égal à epsilon IJ pour égal J. Ça va dépendre de la base. Voilà. Donc pour les termes non diagonaux, je considère EI, EJ, epsilon ij va être égal à 1,5 de la dérivée partielle de ui sur dxj plus la dérivée partielle de uj sur dxi. On va avoir bij qui va être égal à 2 epsilon ij qui va être égal à pi sur 2 moins alpha. Ok? Donc rapprochement angulaire par les axes i et j, ça va dépendre de la base. Alors je considère maintenant une variation relative de volume, qu'un volume élémentaire dv qui va se transformer en un volume dv'. La variation relative de volume est calculée comme suit, c'est dv' moins dv sur dv. Là, ceci, ça va être égal à la trace de mon tenseur de déformation epsilon. Ça va être égal à epsilon L. Autrement dit, ça va être égal également à la trace de mon tenseur grand G. Ça va être la dérivée partielle de UL par rapport à XL. Et ceci, ça peut se calculer comme le produit scalaire, en fait, entre le gradient, l'opérateur gradient, et mon champ de déplacement U, qui sera, lui, indépendant de la base. Alors, bon, on va essayer de... Bon, je vous ai mis une démonstration de tout ça. Après, dans la pratique, dans les calculs, il n'y a pas besoin de la connaître, mais je vous la donne. Donc, je considère une variation de longueur, epsilon xx, donc c'est la variation de dl sur L,
calculé suivant x. Avec mon tenseur donc, de déformation en contrainte, donc un tenseur diagonal, epsilon xx, epsilon yy, epsilon zz. On va avoir que notre déformation élémentaire du va être égale au produit de notre tenseur métrique par d grand R, où d grand R, c'est notre vecteur de base avant déformation, dont on cherche à comprendre comment il va se déformer. D petit r, ça va être dl ex. Donc d petit r, ça va être dl ex plus mon tenseur métrique, mon tenseur G appliqué à dl ex, ça va être donc dl, donc ex plus G bar bar ex, ça va être dl facteur du vectoriellement ex plus gxy ex plus gyx ey plus gzx ez. Donc on met en facteur dl, facteur de 1 plus gxx ex plus gxy ey plus gzx ez. On a que dl prime carré, c'est le produit scalaire de dr avec dr. C'est dl carré facteur de 1 plus gxx carré plus gxy carré plus gzz carré. On peut l'approximer, hein, sachant que 1 plus alpha au carré, c'est à peu près 1 plus 2 alpha pour alpha petit. dl carré facteur de 1 plus 2gx, etc. Autrement dit, gxx, ça va être dl prime moins dl sur dx, ça va être epsilon xx. Bon, je vous ai donné epsilon xx. Et donc, la variation de volume, dv prime moins dv sur dv, ça sera la trace de du tenseur epsilon, ça sera epsilon l. Le tenseur epsilon est un tenseur donc symétrique, une matrice symétrique réelle, donc diagonalisable dans une base orthonormée. Donc je vous ai représenté effectivement des vecteurs contraintes epsilon. On va avoir donc avec cette notation que mon tenseur epsilon appliqué à E1 va être égal à epsilon 1 E1, d'accord, d'où la matrice 3, 3. De même, le tenseur epsilon appliqué à E2 va être égal à epsilon 2, et le tenseur epsilon appliqué à E3 va être égal à epsilon 3. Ok. La variation infinitésimale de volume, bah, c'est le produit des variations infinitésimales de déplacement suivant les trois axes, dx1, dx2, dx3. Donc dr, qui est le vecteur de base dont on cherche à étudier la déformation, après l'application donc de notre tenseur contrainte sur notre élément de volume infinitésimal dv, eh bien, on va voir que d petit r, ça va être d grand R plus notre tenseur G appliqué à d grand R. D grand R, ça va être dx1 E1. D petit r va être dx1 facteur de E1 plus tenseur epsilon E1. dx1, effectivement, on peut le représenter comme un vecteur colonne ayant 1 pour coordonnée pour sa première coordonnée et 0 sur les deux autres. dx2, ça sera 0, 1, 0 et dx3, ça sera 0, 0, 1. Ok. Donc, on va avoir dr qui va être égal à dx1 1 plus epsilon 1 E1. Si d grand R, si maintenant on cherche à caractériser le déplacement, la transformation sous l'effet de la contrainte d'un vecteur unitaire, d'un petit déplacement, d'un vecteur de déplacement suivant E2, ben on va avoir dr qui va être dx2 facteur de 1 plus epsilon de E2, et de même pour E3. Bon, si on considère que dr c'est dx3 E3, donc je m'intéresse à la manière dont cet élément, ce vecteur élémentaire, donc collinéaire à E3 va se déplacer, ben on va avoir du dx3 facteur de 1 plus epsilon 3 E3. Autrement dit, notre tenseur de contrainte, qui est un tenseur effectivement de contrainte diagonale dans la base E1, E2, O3, il a été diagonalisable dans cette base orthonormée, qui va être en fait, on le verra par la suite dans le cours, les directions principales des contraintes. Bon, c'est un peu tôt pour en parler. Donc dv', ça va être dx1, dx2, dx3, facteur de 1 plus epsilon 1, facteur de 1 plus epsilon 2, facteur de 1 plus epsilon 3. Donc on peut l'approximer en disant que c'est sensiblement égal, puisque en gardant que les termes à l'ordre 1. 1 plus epsilon 1 plus epsilon 2 plus epsilon 3. Ceci, c'est la trace de mon tenseur. Ok. On en déduit que la variation relative de volume calculée par dv' moins dv sur dv, c'est la trace de mon tenseur de déformation epsilon, et c'est également le produit scalaire entre l'opérateur gradient et u, le vecteur u étant le vecteur déplacement élémentaire. Donc pour une déformation pure, donc à isovolume, donc c'est une dilatation pure de même forme, on va considérer qu'on peut décomposer en fait le tenseur epsilon des déformations en S bar plus D bar. S bar étant égal à epsilon LL sur 3 fois la matrice identité. On parlera de dilatation isotrope. Et on aura que epsilon LL qui sera égal à SLL.
On aura par ailleurs que SIJ qui sera égal à epsilon LL sur 3 delta IJ, où delta c'est le symbole de Kronecker, hein, delta IJ vaut 1 si I égale J et 0 sinon. Donc le tenseur S bar, ça sera le tenseur sphérique. D bar, ça sera epsilon bar moins As bar, donc c'est une égalité tensorielle, qui en l'occurrence est une égalité matricielle, matrice 3-3, parce qu'on a deux tenseurs, on a des tenseurs d'ordre 2. Donc D bar, c'est le tenseur déviateur, donc il n'y a pas de variation de volume, mais il y a une variation de forme. Et les éléments donc, de ce tenseur déviateur vont se calculer de la manière suivante. DIJ, ça sera égal à epsilon IJ, diminué de epsilon LL sur 3 delta IJ. Voilà. On va attaquer maintenant, à proprement parler, les contraintes. Alors, notion de contrainte. Force microscopique de cohésion. Bon, on suppose, donc on prend 4 points dans un solide, espacé originalement d'une distance d, bien ces 4 points vont se déplacer, d'accord, suite à une contrainte. On parlera d'une portée de la force de l'ordre de d, et on parlera de milieu continu lorsque grand L est très petit devant L, on dit grand L sensiblement égal à 0, L étant une particule solide. La portée des forces est nulle. Donc je considère effectivement la force appliquée par 2 sur 1. La particule de 2 exerce ses forces. Ces forces sont des forces localisées en surface, d'accord. La particule qui subit la force au même endroit, on aura ce qu'on appelle des forces de nature surfacique, ok. Donc par définition et par convention, on oriente en fait le vecteur surface par sa normale, par le vecteur qui est normal, qui est perpendiculaire au plan de surface, n, de norme 1, vecteur unitaire, et on aura que la différentielle de force exercée par 2 sur 1 sera égale à notre vecteur contrainte, sigma, exercé en m, puisqu'on considère le point m de la surface, orienté par le vecteur surface n, multiplié par ds, où ds c'est l'élément différentiel de surface, ici quand même considéré. Donc attention à la convention, n, ça correspond à l'orientation de ds, et m, c'est la position du point m, qui varie sur mon vecteur surface. Sigma, le vecteur sigma sera la contrainte. Le rapport F de ma force en newton sur L carré, donc ça peut être des millimètres carrés, hein, et ben ce sera des pascals. Et donc sigma, la contrainte, aura la dimension d'une pression. Donc d'un point de vue macro, eh bien la force totale exercée par 2 sur 1 sera donc l'intégrale, donc c'est intégrale donc sur un chemin fermé, hein, d'où une intégrale double, puisque c'est une intégrale de surface, donc sur un chemin fermé, d'où le cercle sur mon intégrale, des sigma mn, donc de mes contraintes en m, n, ds. Donc on intègre sur tout ds, donc le point m va parcourir tout mon élément de surface. ds est un élément infinitésimal de surface. Alors, on a les propriétés suivantes. Le vecteur sigma de m en moins n, c'est l'opposé de sigma de m en n. Et on a que l'élément différentiel de force exercé par 2 sur 1, c'est l'opposé de la différentielle de force exercée par 1 sur 2, puisqu'on a un solide qui n'est pas mobile, il n'y a pas de déplacement, il y a une déformation du solide. Ok, le solide n'est pas en mouvement cinématique. Donc il y a somme vectorielle des forces qui est nulle. Principe de Newton. Action-réaction. On a dit donc que sigma de m en n ds est égal à l'opposé de sigma de m en moins n ds. Donc maintenant, le tenseur des contraintes, définition. Donc on a sigma en m et de n qui est égal au tenseur des contraintes en m, multiplié par le vecteur n, avec le sigma bar qui est le tenseur des contraintes, et les éléments de ce tenseur de contraintes sont les sigma ij qui sont des éléments de pression. Donc ils ont une dimension, c'est des pressions, c'est des pascals. Donc si on considère un élément de surface ds donc, qui est caractérisé par sa normale, par son vecteur n qui est perpendiculaire à la normale, et on peut considérer sigma, le vecteur pression sur cette surface, mais lorsqu'on fera le produit scalaire de sigma par n, eh bien on aura les éléments de traction, des forces constitutives qui s'appuient sur cet élément de surface ds. Bon voilà, démonstration tétraèdre ABC, je prends un tétraèdre. Oui, on considère les éléments de surface, donc EX, EZ, moins EZ et moins EY. Donc effectivement, ce tétraèdre est en équilibre, il n'y a pas d'accélération, pas de force en volume. La relation d'équilibre nous implique que la somme des forces extérieures est égale à 0.
Donc sur ABC, on va avoir DF1 qui va être sigma de NDS. Sur OBC, moi j'ai pas mis, ça c'est OABC. Bon, sigma de moins X DSX. Bon, je vous ai détaillé en fait, bon, la démonstration. Bon, elle est intuitive. Il faut connaître le résultat. Autrement dit, si je considère par exemple un élément de surface qui est incliné de alpha par rapport au plan OXY, d'accord, on a donc avec la surface DSX orientée comme ceci, on va avoir DSX, cette terme DXX qui va être égal à B cosinus alpha multiplié par A, pour cette distance, et DS par NX, NX c'est cosinus alpha, on aura donc notre vecteur contrainte sigma va être égal à sigma EX NX plus sigma EY NY plus sigma EZ NZ. Autrement dit, je peux l'écrire sous la forme d'une somme vectorielle, sigma XX EX, sigma XYY EY, sigma ZX EZ NX, plus sigma XY EX, sigma YY EY, j'ai oublié de noter, sigma ZZ EZ, suivant NY, et la même chose suivant NZ. Donc, finalement, en fait, mon tenseur contrainte va se mettre sous la forme d'une matrice 3-3, donc c'est un tenseur d'ordre 2, avec les contraintes principales qui sont sur la diagonale, sigma xy, sigma xy, sigma zz, et les contraintes latérales, comme sigma xy, sigma xz, qui seront en fait les cisaillements. On verra ensuite la notion, je pense plus avant dans le cours, la notion de cisaillement. Donc retenez que notre tenseur contrainte est un tenseur symétrique, hein, puisque sigma xy sera égal à sigma xx, et que dans la diagonale, vous avez les éléments principaux de la contrainte, et hors diagonale, vous avez des éléments qui seront en fait les cisaillements suivant les différents axes croisés. Donc remarque, composante normale et tangentielle. Donc je considère un élément de volume, de surface caractérisé par EX, sigma xx EX. On va avoir la contrainte sigma yx EY plus sigma zx EZ. On a sigma qui est égal au produit de notre tenseur contrainte par EX. Sigma va s'écrire sigma xx qui va être la composante normale à la surface, plus une composante tangentielle. Ok. La composante tangentielle, ça sera sigma xyey plus sigma zx ez, puisque je considère effectivement le plan EY EZ et je considère EX comme étant le. Bon, j'ai pas noté, mais ici j'ai X, ici j'ai Y, ici j'ai Z. Donc on considère un plan qui est parallèle à ZEY. Ok, et on considère donc une surface donc, qui oriente ce plan, donc, orientée, donc la perpendiculaire n, en fait elle est sur EX, et je m'intéresse en fait à un vecteur contrainte de cette nature qui se décompose en une contrainte normale et une contrainte tangentielle en fait. Voilà. Donc en effet, sur notre sigma EX, ce vecteur, sigma Y celui-ci et sigma Z celui-ci, on va avoir que le produit scalaire entre le tenseur sigma appliqué à ma normale n par n sur n va nous donner en fait une composante de traction si elle est positive ou une composante en pression si elle est négative. Bon, pour la composante tangentielle, on fait la différence entre ce vecteur et ce vecteur. Puisque la composante tangentielle elle est orientée comme ceci, c'est autrement dit c'est égal au tenseur métrique, au tenseur de contrainte sigma appliqué à n, moins sigma appliqué à n scalaire n porté par n, et vous obtenez la composante tangentielle de la contrainte, qui sera, on le verra par la suite, du cisaillement. Bon, s'il n'y a pas d'équilibre, on a des forces en volume. Pour une masse volumique, bon, je vous ai détaillé ce qui se passe s'il n'y a pas d'équilibre. C'est pas. Bon, les contraintes sur toutes les forces d'un élément de volume se compensent entre elles. Donc au premier ordre, on va avoir du sigma EX qui est moins sigma chapeau, moins sigma barre EX. Bon, je vous ai détaillé ça, vous le regardez tranquillement. Propriété. Oui, voilà. On peut chercher à vouloir exprimer notre vecteur contrainte dans une base différente. Bon, il y a une formule de changement de base que je vous donne. Si je passe d'une base 1 à une base 2. Bon, sigma ij', ça va être rho ik moins 1, sigma kl, EELJ, rho lj. Bon, où ce sont des matrices de changement de base. Bon, c'est la même chose que l'algèbre linéaire avec calcul matriciel.
Alors effectivement, on considère en fait les contraintes de cisaillement, sigma xy et sigma yx. Eh bien, ces contraintes vont induire un moment, on va dire un moment, puisqu'elles vont avoir tendance à faire tourner le solide dans un sens. Sigma xy, ey va avoir faire tendance à tourner dans le sens trigonométrique. Et sigma xy ex va avoir tendance à tourner dans le sens anti-horaire, donc anti-trigonométrique. La somme des moments est nulle puisqu'on a un solide à l'équilibre, le solide n'est pas en rotation, d'accord, ne tourne pas. Donc sigma xy va être égal à sigma x y, d'où notre tenseur symétrique. Ok, à l'équilibre, on a effectivement un tenseur des contraintes symétriques et les contraintes de cisaillement sigma xx et sigma xy sont égales. On a 6 composantes indépendantes. Et donc, bon, on va avoir une matrice qui est diagonalisable dans une base orthonormée, puisque c'est une matrice symétrique. Toute matrice symétrique, bon, c'est un cours d'algèbre linéaire. Donc, je suppose que si vous faites de l'élasticité, des mécaniques de milieu continu et de la physique, vous avez fait en maths de l'algèbre linéaire, et vous savez que toute matrice symétrique est diagonalisable. Autrement dit, on peut trouver une base orthonormée dans laquelle notre tenseur contrainte va s'écrire sous la forme d'une matrice diagonale, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ça va être les contraintes principales, en fait. Voilà. Et on aura que notre tenseur sigma appliqué à 1 qui sera égal à sigma E. Donc il n'y a pas de composante tangentielle, donc dans la base principale, il n'y a pas de cisaillement en fait. Pas de composante tangentielle sur cette facette, donc pas de cisaillement. Voilà. Et on aura, je vous ai fait le schéma effectivement du tenseur des contraintes exprimé dans sa base principale. Alors maintenant, on va faire quelques exemples. Alors le tenseur sigma appliqué à n va être égal à moins p identité à n moins pn. Donc on n'a pas de cisaillement. Si P est positif, on a une pression dite isotrope. Si P est négatif, on aura une traction dite isotrope. Dans le cadre d'un cisaillement pur, qu'est-ce qui se passe? On a une matrice avec des éléments diagonaux qui sont nuls, puisqu'on a du cisaillement pur, il n'y a pas de contrainte. Et on va avoir, par exemple, un tenseur sigma qui va être sous la forme, donc 0 sigma 0, sigma 0, 0, 0, 0 sigma, et on considérera du cisaillement suivant xy, suivant yx, dans ce cadre-là. Donc je vous ai explicité 3 schémas où on n'a pas de contrainte, mais on n'a que du cisaillement. Hein. Voilà, vous les regardez tranquillement. Alors, intuition de déformation. Bon, je vais m'intéresser, en fait, ce cisaillement, ça va induire, en fait, quelque part, hein, une déformation d'un petit élément de carré élémentaire. Ça va devenir un losange. En effet, si je considère un petit élément de déformation, une variation de pi sur 4, on va avoir E1 qui va être égal à cosinus pi sur 4 sur 4, c'est racine de 2 sur 2, donc 1 sur racine de 2, EX plus EY, E2 qui va être égal à 1 sur racine de 2 moins EX plus EY, E1, donc qui a pour coordonnées, il va avoir pour coordonnées 1 sur racine de 2, 1, 1, 0. Et on a le tenseur de déformation sigma appliqué à 1 qui va être égal à sigma sur racine de 2, EX plus EY qui va être égal à sigma E1. Tenseur de déformation appliqué à E2 qui va être égal à moins sigma E2. Donc dans cette base, E1, E2, E3, mon tenseur de déformation va être égal à l'élément diagonal sigma moins sigma 0. Alors, notion de sphérique et déviateur. Donc, je vous rappelle, j'avais défini la notion de déviateur. Sigma LL sur 3 est égal à trace de sigma bar sur 3. Contrainte normale moyenne, traction moyenne. Bon, on aura ceci. Si O est la contrainte normale à la facette correspondant au vecteur de base considéré, on aura la trace de S bar qui va être égale à la trace de sigma bar. Bon, voilà, c'est des éléments. Bon, je pense que tout ça, ça va prendre du sens lorsque vous ferez des exercices. J'ai déjà commencé dans des vidéos précédentes à faire des exercices, mais j'avais pas forcément explicité de manière précise les contraintes comme je l'ai fait dans cette vidéo. Donc voilà, je pense que je ferai une suite à cette vidéo très prochainement.